Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui vont suivre cette vidéo sur les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités légales conventionnelles. Je dois dire que pour l'occasion, je vais retrouver un peu de dignité. J'ai revêtu une chemise et je me suis passé un petit coup de peigne. Rien que pour cela, je remercie vivement les organisateurs et les promoteurs de ce colloque virtuel. La pandémie liée au coronavirus touche tous les domaines du droit. À ce titre-là, le droit de la sécurité sociale, et particulièrement l'assurance maladie obligatoire, n'y échappe pas. Bien au contraire, le bilan comptable pour l'assurance maladie obligatoire risque d'être assez lourd à la fin de la pandémie, sous l'effet ciseau, qui est caractérisé par une hausse des dépenses et par une baisse corrélative des ressources. Du côté des ressources, elles sont d'abord affectées par les mesures d'activité partielle, mais également par les mesures de report des cotisations dans les secteurs où l'activité est aujourd'hui quasiment nulle, ou en tout cas à l'arrêt. Mais aussi, demain, ces ressources seront vraisemblablement affectées par une hausse inéluctable du nombre des demandeurs d'emploi. Du côté de ces dépenses, elles augmentent sous l'effet essentiellement de la prise en charge des frais de santé liés à l'hospitalisation. À titre d'exemple, le tarif d'une journée de réanimation dans un établissement de l'AP-HP de Paris est fixé à 4 628 €. Sachant que la durée moyenne de séjour d'un malade du Covid est de 14 jours en réanimation plus 10 jours en hospitalisation conventionnelle, on peut estimer qu'à la fin de l'épidémie, les dépenses de santé liées à ce poste spécifique des frais de santé s'élèvera autour du milliard d'euros. Au 7 avril, le bilan officiel de la Direction générale de la santé fait état de 30 000 hospitalisations, dont 7 000 rien qu'en réanimation, sachant qu'à la fin de l'épidémie, le nombre cumulé des patients ayant fait l'objet d'une réanimation sera plus élevé que ces 7 000 personnes actuellement visées. Notons d'ailleurs qu'à partir du 1er mars 2022, les établissements de santé, que sont les cliniques et les hôpitaux, devront faire preuve de pédagogie en communiquant à leurs patients le montant exact des dépenses de leur santé qui leur ont été délivrées. Cette mesure est destinée à faire prendre conscience aux assurés sociaux du coût exact des soins qui sont dispensés. Au poste des dépenses frais de santé s'ajouteront les transports sanitaires par train, avion, hélicoptère, qu'ils soient civils ou militaires. Ainsi, en France, entre le 18 mars et le 4 avril, ce sont pas moins de 550 patients réanimatoires qui ont été transportés d'un bout à l'autre de la France. À toutes ces dépenses s'ajoute bien sûr l'assouplissement du régime juridique, des indemnités de sécurité sociale et des indemnités complémentaires. Derrière ces considérations financières, sans doute est-il néanmoins possible de se réjouir de l'efficacité de l'assurance maladie obligatoire qui va prendre en charge tous les résidents indépendamment de leur statut professionnel et de leurs ressources. En effet, les dépenses liées à l'hospitalisation vont être intégralement prises en charge par l'assurance maladie obligatoire. Éventuellement resteront à la charge des individus le montant du forfait hospitalier. Mais au-delà de ces frais de santé, c'est aussi la question de la solvabilisation des personnes qui sont touchées directement ou indirectement par l'épidémie qu'il est important de prendre en compte. Je me propose donc dans ce cadre de faire le point sur l'évolution du régime juridique des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que des indemnités complémentaires. Précisons d'abord que les textes adoptés qui le sont aujourd'hui soit sous la forme d'ordonnance, soit sous la forme de décret, le sont en vertu de l'article L16-10-1 du Code de la sécurité sociale qui autorise une prise en charge renforcée dès lors que la protection de la santé publique le justifie en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie. Cet article a été fort judicieusement rajouté au Code de la sécurité sociale assez récemment par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Une fois n'est pas coutume, mais le cadre juridique a été posé suffisamment tôt pour prendre le moment venu les dispositions qui s'imposent et les dispositions qui sont nécessaires pour faire face à cette crise sanitaire.
Les conditions et modalités d'attribution des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que des indemnités complémentaires légales versées aux salariés en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ont été adaptées et élargies. En temps normal, les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre son activité professionnelle. L'assuré doit en outre satisfaire à une obligation minimale de cotisation ou un nombre d'heures minimales de travail, voire d'une certaine durée d'affiliation spécifiquement pour les travailleurs indépendants. Une fois cette condition remplie, le versement est soumis à un délai de carence. Par ailleurs, seules certaines catégories d'assurés sociaux perçoivent des indemnités journalières, à savoir les salariés du secteur agricole et non agricole, les exploitants agricoles, les travailleurs indépendants que sont les artisans et les commerçants. En revanche, les professions libérales n'en bénéficient pas. Les premières dispositions dérogatoires adoptées ont consisté à suspendre temporairement les conditions de durée d'activité ou de contributivité minimale, ainsi que le délai de carence. Les indemnités journalières sont ainsi versées dès le premier jour d'arrêt aux salariés, travailleurs indépendants que sont artisans et commerçants, malades du Covid-19. Elles le sont aussi, et c'est ce qui constitue là encore une nouveauté, à toute personne contrainte de rester à leur domicile pour garder leurs enfants de moins de 16 ans suite à la fermeture des structures d'accueil et des établissements scolaires. Un seul parent peut bénéficier de ce dispositif. Sa mise en œuvre suppose également qu'aucune disposition relative au télétravail n'ait pu être instaurée. En revanche, le montant des indemnités journalières est en revanche calculé dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire 50% du gain journalier de base. Sont également éligibles à ce dispositif dérogatoire les personnes dont l'état de santé est considéré comme fragile ou qui vivent avec une personne considérée comme fragile. Le Haut Conseil de la santé publique a rendu le 14 mars un avis permettant d'identifier les catégories de personnes présentant un risque de développer une forme sévère de l'infection au Covid-19. Sont par exemple visées les femmes enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse et les assurés pris en charge en affection de longue durée au titre simplement de certaines pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique. Sont notamment visés les antécédents cardiovasculaires, certains diabètes, certaines pathologies chroniques respiratoires, certaines insuffisances rénales et bien sûr tous les cancers qui sont sous traitement. Les professions libérales qui ne bénéficient normalement pas d'indemnité journalière n'étaient initialement pas concernées par l'ensemble de ces dispositions dérogatoires. Mais toutefois, par un dispositif juridique assez étrange et assez peu sécurisé, consistant en une lettre du ministre de la Santé et des Solidarités adressée aux agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie, en date du 1er avril 2020, des indemnités journalières forfaitaires sont désormais attribuées aux assurés relevant des professions libérales, hors profession médicale et paramédicale, dès lors que ces professions doivent garder à domicile leur enfant de moins de 16 ans ou qu'ils entrent dans la catégorie des personnes que le Haut Conseil de la santé publique a répertoriées comme vulnérables. Ces indemnités journalières sont fixées au montant maximal applicable aux travailleurs indépendants, dès lors que leurs revenus sont supérieurs à 4 113 €, soit 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Le taux de remplacement garanti par le versement de cette indemnité journalière, qui a donc été fixé à 56 €, sera supérieur à 100% pour tous ceux dont les revenus annuels sont inférieurs ou égaux à 20 000 €. Des adaptations ont été apportées parmi les professions libérales pour les professions médicales et paramédicales. En effet, ces professions sont pour certaines d'entre elles directement mobilisées dans la lutte contre l'épidémie. À ce titre, des services de garde adaptés à chaque territoire ont été instaurés pour permettre au personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire de garder leurs enfants. Mais ces professionnels de santé peuvent aussi être, à titre individuel, amenés à interrompre leur activité professionnelle selon des modalités alignées sur celles applicables aux salariés et aux autres travailleurs indépendants. Soit parce qu'ils ont des enfants à garder, parce que les modes alternatifs de garde n'ont pas pu être mis en œuvre ou sont saturés, ou soit parce que leur état de santé est aussi considéré comme fragile. Dans ce cas-là, ils percevront dès le premier jour d'arrêt des indemnités journalières forfaitaires fixées à 72 € pour les professions paramédicales et 112 € pour les pharmaciens et professions médicales. Certaines sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ont décidé de compléter ces indemnités par les prestations qui sont habituellement liquidées au-delà du 90e jour d'arrêt de l'activité professionnelle.
Le déclenchement du versement des indemnités journalières est soumis à une procédure dérogatoire, mais variable en fonction du motif pour lequel elles sont demandées. Les téléconsultations sont d'abord encouragées pour les patients atteints du Covid ou qui sont susceptibles de l'être. Leurs conditions de réalisation et de facturation ont été considérablement assouplies. Par dérogation au principe défini dans la convention médicale, un médecin peut recourir à la téléconsultation en dehors du parcours de soins et même s'il ne connaît initialement pas le patient qui va se présenter à lui. Pendant la période de l'épidémie, toutes les consultations, quel que soit le motif, sont prises à charge à 100% des tarifs opposables pour simplifier la facturation. Le ticket modérateur fixé à 30% des tarifs opposables est donc temporairement suspendu. En l'absence de contact physique, la dispense d'avance des frais est généralisée, ce qui prêterait à sourire si la situation n'était pas ce qu'elle est, tant on sait combien les médecins libéraux s'y sont opposés il y a quelques années. Alors qu'il est normalement nécessaire d'être équipé d'un système particulier de téléconsultation, la consultation peut être réalisée par Skype, WhatsApp, FaceTime, voire dans les zones blanches uniquement par téléphone. L'arrêté fait référence aux outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé et la réglementation relative à l'hébergement des données de santé ou à tout autre outil numérique pour faire face à la crise sanitaire, ce qui inclut les mécanismes traditionnels de communication comme Skype, WhatsApp, FaceTime précédemment cités. À période extraordinaire, réponse extraordinaire, quand on sait combien la sécurisation des données médicales dépend grandement des moyens technologiques utilisés. Une fois la consultation ou la téléconsultation réalisée, un arrêt de travail est prescrit par le médecin dans les conditions de droit commun. Pour les salariés qui ont un enfant à garder, la consultation du médecin n'est pas nécessaire. Le salarié doit fournir à son employeur les éléments relatifs à l'état civil de l'enfant. L'employeur procède ensuite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie à la télédéclaration qui fait office d'avis d'arrêt de travail. Le paiement des indemnités journalières n'est toutefois pas automatique. Il se fait après vérification par l'assurance maladie des éléments transmis par l'employeur et sous réserve de l'envoi, dans les conditions de droit commun, des éléments de salaire pour permettre de calculer l'indemnité journalière. Les travailleurs indépendants utilisent le même canal pour s'autodéclarer. Enfin, les personnes dont l'état de santé est considéré comme fragile peuvent également s'autodéclarer, sans passer par leur médecin traitant et lorsqu'elles sont salariées, sans passer par leur employeur. L'arrêt de travail est délivré sur cette base une fois effectuées les vérifications nécessaires par le service médical de l'assurance maladie et notamment le classement en affection de longue durée. L'arrêt de travail est ensuite transmis par le salarié à l'employeur. Les personnes qui souffrent de l'une des pathologies listées dans l'avis du Haut Conseil de la santé publique, mais sans bénéficier d'une prise en charge en ALD, ainsi que celles qui vivent au domicile d'une personne considérée comme vulnérable, doivent en revanche passer par leur médecin traitant ou à défaut par un médecin de ville pour obtenir un arrêt de travail. La téléconsultation est bien sûr dans cette perspective particulièrement recommandée pour limiter la propagation du coronavirus. Les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire légale versée aux salariés ont été également temporairement modifiées pour encalquer le régime juridique sur les indemnités journalières de sécurité sociale. En temps normal, le salarié absent pour maladie bénéficie, à compter du 8e jour d'absence, de 90% de sa rémunération brute, à condition bien sûr de justifier d'une année d'ancienneté dans l'entreprise. Sont néanmoins désormais suspendus jusqu'au 31 mai le délai de carence de 7 jours et jusqu'au 31 août la condition d'ancienneté. Le champ d'application personnel de ces indemnités complémentaires légales a même été élargi aux salariés qui en étaient jusqu'ici exclus, à savoir les travailleurs à domicile, les saisonniers, les travailleurs intermittents et les intérimaires. En revanche, les conditions d'ancienneté et délai de carence propres aux indemnités prévues dans les conventions collectives restent en principe applicables en l'état aux assurés qui en relèvent. Pour ce qui est des travailleurs indépendants, les contrats de prévoyance qu'ils ont éventuellement souscrits sont susceptibles, et là il faut vérifier dans chacun des cas, d'inclure une assurance contre la perte de revenus. La question qui est enfin sur toutes les lèvres et dans tous les esprits est celle de savoir si un assuré, et notamment un salarié, contaminé par le fait ou à l'occasion du travail, est susceptible d'être pris en charge au titre de la législation AT-MP. Je ne développerai pas particulièrement le sujet puisque une vidéo sera consacrée à ce thème. Toutefois, je peux éventuellement donner quelques éléments. L'enjeu est en effet de taille.
pas forcément pour ce qui est de l'arrêt en lui-même, mais pour l'après, notamment si le salarié a des séquelles ou s'il décède, et par extension aussi pour la question éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur. Le Covid-19 ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles. Alors, le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs souhaité, en audition devant l'Assemblée nationale le jeudi 9 avril, que le Covid-19 soit inscrit au tableau des maladies professionnelles pour les forces de l'ordre. Pour que le Covid-19 soit actuellement reconnu comme une maladie professionnelle, il faudrait établir d'une part que le coronavirus a été contracté essentiellement et directement par le fait ou à l'occasion du travail, et d'autre part que la victime soit décédée ou ait un taux d'incapacité permanente d'au moins 25%. Dans l'hypothèse où la condition relative au taux d'incapacité venait à être remplie, la preuve d'un lien avec le travail serait difficile à rapporter, compte tenu du mode protéiforme de propagation du virus. Concernant la question de l'accident du travail, la problématique est la même que pour la maladie professionnelle. Se posera la question de la preuve et notamment de la difficulté à établir que le Covid a été contracté à l'occasion d'un événement soudain et précis par le fait ou à l'occasion du travail. Le mode de propagation du virus rend quasiment impossible l'entreprise consistant à isoler un fait déterminé comme source de contamination. L'absence de prise en charge du Covid-19 au titre de la législation AT-MP fait par extension obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'employeur qui serait néanmoins amené à déclarer un accident à la caisse primaire d'assurance maladie ne manquerait certainement pas de l'assortir de réserves sur son caractère professionnel. Sans doute pouvons-nous regretter qu'aucun assouplissement n'ait été apporté en la matière pour garantir une meilleure protection à ceux qui œuvrent tous les jours pour assurer les services essentiels au reste de la population. Un tel geste se justifierait d'autant plus qu'une grande partie de ceux qui continuent à travailler in situ, et non pas en télétravail, occupent des emplois peu qualifiés, rémunérés le plus souvent au niveau du SMIC. Pour conclure, on peut se demander si ces règles d'exception sont susceptibles de servir le droit à venir. Le versement des indemnités journalières pourrait être demain subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle sans plus aucune référence aux conditions de durée d'activité ou de contributivité minimale. Cela irait d'ailleurs dans le sens de l'histoire, les conditions posées ayant été assez régulièrement allégées au cours des années. Sans doute serait-il aussi également possible de se poser la question de la généralisation des indemnités journalières aux professions libérales. Initialement réservées aux salariés, elles ont été progressivement étendues aux artisans, aux commerçants. Il ne serait donc pas illogique de voir ce processus s'achever par l'intégration des professions libérales. Le dernier point de réflexion concerne la téléconsultation. Bien que la définition de la télémédecine remonte à 2009, la télémédecine a connu un démarrage fort modeste. Cette pandémie va finalement un peu à l'image du télétravail, favoriser son développement. Mais cette pratique ne sera pérennisée qu'à condition de desserrer définitivement certaines contraintes légales, notamment quant à la diversité des outils numériques susceptibles d'être utilisés.